Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle balado-diffusion en forme sur le rds.ca, section dédiée à l'entraînement et la nutrition. Aujourd'hui, on va parler particulièrement du vélo et triathlon parce que la saison commence lentement mais sûrement. Évidemment, je suis avec mon acolyte de tous les balados-diffusions, Greg Langto. Salut Greg! Salut Val, ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, très bien. Écoute, avant de parler à Audrey Lemieux qui est avec nous aujourd'hui. Salut Audrey! Salut Valérie! Je te parle un petit peu, Greg, la virée rose, comment ça va? Toi, c'est le mouvement pour supporter la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est-à-dire qu'on doit parcourir des kilomètres, que ce soit par vélo, à pied, en faisant des tâches ménagères même. Ça va-tu pas pire? Parce que la dernière fois, il y avait du rattrapage à faire dans ton J'avais cas. du rattrapage à faire, mais écoute, je rattrape. Ah oui, hein? Ça, ça va très bien. OK. Je suis très heureux. C'est le fun de la formule de la virée rose, d'ailleurs, parce que, comme tu l'as dit, les tâches ménagères comptent. Les marches avec Pitou, ça compte. Ouais. Donc, à peu près tout ce qu'on fait dans une journée. Ce que je me rends compte, c'est que ça me donne une petite intensité, un petit incentive en bon français là, pour aller m'entraîner un peu plus durant ma semaine, mais surtout de marcher plus, d'être plus actif, d'accumuler les kilomètres. Donc, j'ai hâte à la fin de la journée de prendre mon téléphone puis de me dire j'ai marché 8 à 10 km dans ma journée, par exemple, donc je peux ajouter ça à mon total de la virée rose. Oui. J'espère que c'est légal, maintenant que c'est enregistré. Oui, non, mais c'est de ce que dire tu ça, peux faire, donc absolument. ajouter ça à mon entraînement à haute intensité de la journée, Ouais. par exemple, ou autre kilométrage que j'ai fait. Ça se fait Ouais. bien, honnêtement, je trouve, parce qu'on a jusqu'à la fin du mois de septembre pour cumuler les kilomètres. Fait que, tu sais, t'as pas la pression de le faire en 2 semaines. Honnêtement, t'as beaucoup de temps. Fait que si, comme Ouais. par exemple, moi, il y a une semaine, j'étais très occupée, je me suis un petit peu moins entraînée, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas grave parce que j'ai encore du temps. Puis on réalise aussi qu'on est actif de toutes sortes de façons. En fait, le mouvement, tu sais, l'objectif du mouvement en soi, c'est de bouger. Tu sais, c'est ce qu'on rappelle aux gens, c'est l'importance de bouger. Puis des fois, c'est ça, c'est par le yoga. C'est pas nécessairement toujours de la haute intensité, mais c'est juste le fait de s'activer, c'est tellement important dans la vie de tous les jours. J'ai dit la haute intensité parce que tu sais que c'est ma façon de Oui, faire je les sais, choses habituellement absolument. quand Oui. je m'entraîne. Donc, je suis moins un coureur de fond et surtout moins un nageur Ouais. de fond. Donc, c'est comme ça ma façon d'accumuler les kilomètres avec le temps que j'ai à allouer dans un entraînement dans une journée. Mais je marche beaucoup ces temps-ci aussi. Donc, Ah, ben, c'est bien, ça. j'adore la venue du printemps et la formule de la virée rose qui est magnifique. Merveilleux. Et tant qu'à parler d'intensité, un autre sport qui est très intensif ou qui a été du moins très intensif dans la vie d'Audrey Lemieux, c'est le vélo, le cyclisme. Salut Audrey. Salut Valérie! Toi, comment vas-tu? Ça va super bien. Ouais. Moi aussi, je commence à accumuler les kilomètres là, sur mon vélo. Ouais, hein? J'attends le beau temps. Là. C'est Ouais. certain que, comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là parce qu'en vélo, c'est le fun quand il fait beau. Mais c'est ça, tranquillement, je cumule les kilomètres aussi. Super. Puis, écoute, pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, moi, ça fait longtemps qu'on te connaît, on te suit tout ça, tu couvres beaucoup de compétitions de vélo, mais aussi du triathlon. Parle-nous un petit peu de ton parcours personnel à toi. Bien, c'est ça, j'ai commencé la compétition à 11 ans dans mon club cycliste à Alma, au Lac-Saint-Jean. Donc, c'était mon entraîneur qui a vu un potentiel en moi. Au départ, je voulais pas faire de la compétition. Tu sais, c'était vraiment, je veux faire de l'exercice physique. Et lui, il m'a convaincu de faire de la compétition. Donc, j'ai suivi ses conseils. J'ai commencé la compétition. Puis un peu plus tard, là, on pourra parler de quelques anecdotes dans mes premières compétitions. Ça a été assez amusant. Ensuite, c'est ça a quand même déboulé assez vite. Quand je suis arrivée à la catégorie junior, j'ai été championne canadienne dès la première année. Donc là, ça a fait en sorte qu'ils m'ont amenée au championnat du monde. Et au championnat du monde, j'ai été 7e à la course sur route. Là, par la suite, encore une fois, j'ai réussi à avoir un contrat dans une équipe professionnelle. Et Céline Bessette, là, une cycliste que les gens connaissent bien, Je me souviens très qui, bien. exactement, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait rentrer dans une équipe professionnelle américaine. Et c'est là que j'ai appris vraiment tous les rudiments du cyclisme sur route. Et encore une fois, j'ai eu des belles expériences. J'ai cumulé d'autres titres de championne canadienne. Et donc, moi, j'avais un rôle de coéquipière. On pourrait élaborer là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Et par la suite, j'ai pris une petite pause parce que j'ai terminé mes études. Et l'entraîneur de l'équipe nationale m'a demandé de venir piloter une athlète non-voyante. Oh, wow! Oui, donc ça, c'est sur un tandem. Et ça, c'était dans le but d'aller participer aux Jeux paralympiques. Alors ça, c'est une discipline en cyclisme sur route qui est un peu moins connue, mais qui gagne à être connue. C'est un travail d'équipe exceptionnel. Donc, en tout cas, on pourrait élaborer là-dessus aussi, là, mais en gros, c'est les grandes lignes. Donc, Jeux du Commonwealth, Jeux panaméricains, Jeux paralympiques, Jeux du Canada. Alors, une belle expérience feuille de route. en cyclisme.
cyclisme et 20 ans plus tard, j'ai décidé de prendre ma retraite pour avoir d'autres défis. Alors, Puis là, tu te retrouves beaucoup dans le monde des médias. Ben, je reste dans le monde des sports, le monde des médias, parce que c'est ma passion. Le cyclisme, ça reste, exactement. Oui. Et tu la transmets d'ailleurs très bien. Puis, bon, ben, tu as parlé justement de ton importante feuille de route. On le sait que là, on commence la saison de vélo. S'il y a des gens qui veulent s'initier au vélo, on est un petit peu moins connaisseurs et tout ça, par où on commence? C'est certain qu'il y a des concepts de base assez importants. Premièrement, je sais que quand les gens commencent en vélo, c'est souvent la peur d'utiliser les pédales à clip. Les souliers rigides qu'on attache dans les pédales. Ça, il faut savoir que ça se travaille. Il ne faut pas avoir peur. Puis oui, il peut y avoir quelquefois des petites chutes. Puis ça vient aussi à mon autre point. C'est ce que les gens redoutent le plus, c'est les chutes. Donc, à ce moment-là, il faut prendre le temps d'aller rouler à son rythme et tranquillement intégrer avec d'autres gens sur la route. Parce que si c'est notre première randonnée et on s'en va dans un peloton, ça fait beaucoup à apprendre. Donc, vraiment y aller étape par étape. Alors, c'est d'aller avec des gens en qui on a confiance et qui ont une certaine base, travailler seulement déclipper la pédale comme il faut, quelquefois dans l'entraînement. Ensuite, on va aller faire des virages, travailler les virages. Puis aussi, oui, les gens sont en forme, font des sports différents, mais le vélo, ça peut être... c'est d'autres muscles. Donc, souvent, je parle avec des gens, mais moi, je suis en forme, mais là, comment ça, j'ai eu des crampes, j'ai juste fait 30 km. Donc, c'est d'avoir habituer le corps à être longtemps sur la monture parce que c'est un mouvement très répétitif. On le sait, on pédale les mêmes mouvements toujours pendant plusieurs heures, plusieurs kilomètres. Donc ça, c'est important aussi là, de comprendre que c'est un nouveau sport, il faut l'introduire tranquillement. Tu as la technique aussi du pouce-tir qui est presque pas faisable en fait quand tu n'as pas justement les clips qui sont là. Est-ce que c'est une certitude d'ailleurs, c'est un petit peu anecdotique, là, mais c'est une certitude que aussitôt que tu mets des clips, tu vas chuter quand tu vas arriver pour arrêter ou repartir? Bien, ça peut arriver. Ça dépend toujours de la situation parce que on peut le faire chez soi seul. On est capable de déclipper. Mais par exemple, on arrive, on roule, disons, à 20-25 km/h. Puis là, à un moment donné, la lumière tombe jaune ou rouge. Et là, on doit arrêter subitement. Bien, c'est peut-être là qu'on peut avoir un peu on oublie qu'il faut déclipper. Et bien, c'est juste vraiment très drôle. T'sais, on tombe tranquillement sur le côté. C'est ça, je t'ai posé la question en riant. C'est comme avoir une nouvelle planche de snowboard ou quelque chose comme ça. Là, tu dis, OK, là, ça commence à bien aller. Puis là, c'est le moment que tu lâches la vigilance un peu. Puis là, oups, tu tombes. Mais est-ce que tu conseilles à ceux qui voudraient commencer sur la route de commencer, par exemple, par des cours de spinning pour voir s'ils aiment ça? Est-ce que c'est le genre de truc qu'on propose aux gens qui veulent commencer pour s'initier? Bien, les cours de spinning, ça va être plutôt pour améliorer le cardio et le coup de pédale. Donc, oui, ça peut être très bon. Il existe des cours de vélo intérieur, un peu vélo virtuel qu'on appelle. Donc, ça va être avec des vélos de route. Et ça va aider encore plus parce qu'on va être en mesure de travailler aussi les changements de vitesse, les gears, les braquets. Le braquet, donc ça, c'est important d'être capable de bien le maîtriser aussi. Et bien entendu, il va y avoir des entraînements spécifiques au vélo de route parce que le spinning, on n'a pas besoin de changer de vitesse, on tourne une roulette. La position est différente aussi. Et la position sur un vélo de route va être très importante aussi, surtout au début, là, de bien choisir son matériel, un guidon de la bonne grandeur, une selle adéquate, aussi un cadre de la bonne grandeur, puis bien positionner l'athlète sur le vélo. Et avec le vélo virtuel sur un vélo similaire à un vélo de route, bien, on va aller chercher cette position-là. Donc, ce que ça va faire, c'est que pendant l'hiver, si l'athlète travaille à l'intérieur comme ça, bien, quand il va arriver sur la route, il va déjà être habitué à cette position-là. Parce que c'est pas une position qui est super confortable. Il faut que le corps s'habitue. On va avoir des tensions au niveau des omoplates à l'arrière du dos, des fois les bras. Surtout au début, on est stressé, donc on tient le guidon super serré, on est tendu. Et même moi, dans ma première randonnée, j'avais des crampes au bras. Je tenais le guidon comme si c'était la guerre mondiale, là, comme si quelqu'un allait me catapulter hors de mon vélo. Mais c'est ça, c'est tranquillement d'apprendre à être bien dans
cette Puis position-là. avoir confiance en son vélo aussi, finalement. Mais Effectivement. quand on dit, si on veut s'initier, par exemple, moi, je fais du Bixi 3 fois par année. Ça, Oui. c'est mon niveau vélo. présentement de vélo. J'adore. C'est bon que tu ris parce que c'était pas une blague. Tu sais, C'est un bon niveau. Le Bixi, c'est un pas pire niveau, c'est hein. un bon départ. Oui, c'est ça. Ça pèse à peu près 85 livres en plus. Un Bixi. Monter une côte avec ça, c'était un méchant entraînement. Fois 2 les kilomètres de la Virée Rose, d'ailleurs, quand OK. tu montes une côte en Bixi. Mais bref. Là, tu me parles de... Admettons que je veux commencer. Oui. Là, tu me parles d'équipement. Tu me parles de clips. Tu me parles de la monture et tout le reste. J'ai l'impression que il y a peut-être un niveau entre les deux pour les gens qui veulent commencer ou un point de départ en quelque part avant. Parce que pour moi, ça sonne, et je suis peut-être erroné, puis c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs que je t'amène ça. Ça me sonne gros sous tout de suite, gros investissement pour un vélo qui a du sens parce que je sais que le vélo, c'est très, très important qu'il soit. C'est comme un soulier de course, c'est comme Oui. des patins. Il faut qu'il soit adapté exactement à ta physionomie, là. Donc, est-ce qu'on peut pratiquer le vélo sans nécessairement aller vers ce point de départ-là, par exemple? Oui, bien, c'est certain qu'on peut avoir un vélo hybride, commencer avec ça, pas obligé de mettre des clips nécessairement en partant. Ensuite, je conseille, par exemple, fortement d'avoir un cuissard avec un pad là, pour vraiment amortir les chocs. C'est sûr qu'on peut trouver sur le marché des vélos de route moins dispendieux. Si on va du côté des matériaux en aluminium, ça va être un vélo moins cher. On n'est pas obligé d'avoir des roues extrêmement performantes non plus, donc les roues de base qui viennent avec. Au départ, au lieu de prendre les pédales à clip et les souliers, qui, oui, peuvent être très chers, bien, on peut avoir des cale-pieds qu'on appelle, ou tout simplement des pédales. Mais tu sais, pour avoir vraiment un bon feeling et avoir du fun, c'est sûr que je conseille de s'équiper. C'est sûr qu'au début, c'est un gros coût. Par contre, la différence avec, par exemple, comme tu l'as dit tantôt, aller faire de la planche à neige, bien, quand on a tout notre équipement, ça ne coûte plus rien après. Tu sais, on part de chez nous, on s'en va rouler, il n'y a pas de coût, on n'a pas besoin là, de payer. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'il y a un coût d'amortissement au début, mais par la suite, une fois qu'on est équipé, ça peut durer 10 ans si on veut, là, notre vélo, nos souliers. J'aime ça ce que tu dis par rapport au plaisir puis à la performance, parce que là, tu te bats pas comme contre ton équipement, par exemple, là, s'il est directement fait pour toi et adapté. Non, moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un vélo, peu importe le matériel, en aluminium, si c'est le budget, carbone, si vous avez le budget. Des souliers à clip, c'est toujours idéal parce qu'on va avoir vraiment la sensation, le feeling de pouvoir tirer dans notre coup de pédale. Un casque, bien entendu. Un cuissard padé, un petit maillot, un kit de vélo. Et ensuite, c'est pas nécessaire là, d'avoir le vélo le plus performant. Je veux dire, si on s'en va pour s'amuser, tout ce qu'on veut, c'est avoir un vélo, être confortable dessus. Et j'en reviens au point que j'ai dit un peu plus tôt, le positionnement, ça aussi. Si on va avoir un professionnel du positionnement, il va y avoir un coût. Mais une fois qu'on a la position, on va l'avoir pour tous les autres vélos si on achète un nouveau vélo les années suivantes. Je le conseille beaucoup parce que ça va éviter des blessures, 2, des tensions. Et on va être confortable, donc on va avoir plus de plaisir. Mais on a des vélos d'entrée qui vont être en dessous de 1 000 $. Et on a des vélos extrêmement performants qui peuvent aller jusqu'à 23 000 $. Donc, c'est de trouver son milieu. Là. Et aussi, tu sais, il y a des gens qui ont des forces soit en sprint, soit en montée, soit... de quelle façon est-ce que quand on commence, on est capable de déterminer c'est quoi notre force, qu'est-ce qu'on aime le plus? Est-ce que ça va changer justement le choix du vélo à ce moment-là? Le vélo, ben c'est sûr que si on commence, moi, je considère toujours que si on commence et on n'a pas un objectif de compétition, on prend le vélo qu'on peut se permettre d'acheter. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose où on doit se dire « Ah, mon vélo, il vaut pas cher ou il est pas en carbone. » Pour moi, si tu as un vélo, tu peux t'amuser, tant mieux. Ça part de là. Maintenant, pour en venir à ce que tu demandais, c'est sûr qu'il y a des athlètes qui... Ben, comme toi, Greg, tu l'as dit tantôt, ce que tu aimes, c'est y aller à fond. T'sais, probablement que toi, tu es plus un type sprinter. Tu aimes ça et faire un effort court mais intense. Il y en a que, comme moi, vont être plus endurance. Donc, des longues sorties, pas nécessairement rapides, mais avec une certaine tension sur les pédales. Et d'autres qui vont aimer ça juste faire des côtes. Ah oui, donc, ils vont aller grimper, ils vont aller faire des côtes, puis ça va être ça leur force. Fait en se connaissant, ce qui est le fun là-dedans, c'est de savoir
des fois, on est sévère envers nous-mêmes. Donc, si on va rouler avec des gens qui s'en vont faire des côtes, mais que nous, notre spécialité, c'est faire des sprints puis des efforts courts et intenses, bien là, on va avoir de la misère à suivre notre gang. Ouais. Fait que c'est de se connaître là-dedans puis de faire... puis aussi de se permettre de dire, ben regarde, allez-y, moi, je vous rejoins en haut. Parce que des fois, ce que je vois dans des groupes, parce que j'encadre des groupes cyclistes, les gens essaient de suivre un peu à l'encontre de leur physique Oui, ou de leur capacité. capacité. Donc, c'est le fun de pouvoir se connaître. Comme moi, personnellement, le sprint, j'ai fait une carrière cycliste. J'ai jamais gagné une compétition au sprint, à part quand j'avais 11 ans, où les capacités des gens n'étaient pas nécessairement développées. Mais ça n'empêche pas qu'on a d'autres qualités et que, pour moi, le sprint, c'est pas ça ma force. Pas ta force. Exactement. Et de se connaître, ça fait en sorte aussi que on a plus de plaisir. On le sait que, moi, c'est ça que j'aime faire, je m'en vais là, c'est pas grave, parce que c'est ça qui arrive des fois, on se met une certaine pression, puis là, s'il y a un engouement là, pour le vélo, le triathlon, puis on veut tous y aller en gang, mais chacun a ses forces et ses faiblesses, puis ça, il faut le savoir aussi. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Est-ce que ces spécialités-là, si on veut, sont dictées par nos goûts ou souvent par notre physionomie? Je veux dire, par exemple, si tu prends moi et toi, tu es fait pour l'endurance, je suis fait pour le sprint, si on veut. Je pense pas que je serais un bon grimpeur, de par mon expérience. Laisse faire le Bixi. Mais j'ai fait une couple de sorties à San Francisco et tout ça, puis je veux dire, monter des côtes, pour moi, je pense que je suis trop lourd, trop compact pour le faire, peut-être, ou... Comprends-tu un peu ma question? Oui, je comprends très bien. Puis oui, c'est une question de physionomie, littéralement. Et puis, on le voit là, dans les plus hauts pelotons, dans les plus hauts niveaux en cyclisme. Peter Sagan, il va pas monter les mêmes cols que notre gagnant du Tour de France, Christopher Froome. C'est vraiment... C'est des gens qui sont comme ça physiologiquement et c'est là-dedans qu'ils vont se spécialiser. Mark Cavendish, celui, un bon sprinter. Légendaire sprinter. C'est ça. Ouais. Donc, on le voit aujourd'hui. Il a fait le Tour de Californie récemment. Et il était presque pas en mesure de finir dans les délais. Donc, c'est vraiment c'est ta force. J'ai toujours voulu gagner des courses au sprint, mais j'avais pas ce luxe-là. Et il y en a d'autres que, pour gagner des courses, ils attendent juste le sprint et ils vont le faire, puis ils vont gagner le course. Et c'est ça qui est le fun, puis c'est ça la beauté du cyclisme, c'est qu'il y a différents types de parcours pour différents types de coureurs. Donc, on arrive à une journée, et là, c'est une course qui a beaucoup de montées, ou c'est un contre-la-montre. Bien là, ça ouvre la porte à différents types d'athlètes. Et, tu sais, on peut pas aller à l'encontre de ça nécessairement. Oui, on peut améliorer ses capacités, mais, tu sais, à la base, si tu es né avec la fibre du sprinter, tu vas l'avoir tout le temps, tu sais. Puis tu vas travailler à l'améliorer, c'est sûr. Mais, tu sais, une personne comme moi qui n'a jamais eu des kicks qu'on appelle, là, un départ explosif, bien, je l'ai travaillé, je l'ai amené au maximum de la capacité. Sauf que c'est pas ta force. C'est pas naturellement ta force. Exactement. Les athlètes fast twitch là, qui sont on rentrera pas là-dedans, c'est un peu complexe là, mais moi j'allais te demander parce que justement avec les années, est-ce que tu as vu évoluer, parlons un petit peu de nutrition chez les athlètes de cyclisme. Est-ce que tu as vu une évolution au niveau de l'alimentation? Est-ce que les athlètes ont vraiment de haut niveau ou même ceux qui commencent ou qui font en général du vélo, est-ce que tu as vu un changement au courant des dernières années? Bien, c'est un changement plutôt interpays, je dirais. En ce sens où nous, Nord-Américains, on mange d'une certaine façon et j'ai déjà été dans une équipe européenne, donc française, et là, c'était totalement différent. Okay. Donc, il y a différentes à part cultures. Glucides versus... Exactement, glucides et protéines. Oui, c'est ça, c'était donc, complètement différent. Complètement différent. Et ça devient aussi beaucoup personnel selon les athlètes, ce qu'ils doivent perdre ou gagner. Donc, ici, au Canada, en tout cas, nous, la façon, c'était... La protéine est présente. On mange beaucoup de protéines. Ensuite, les glucides, c'est sûr qu'il faut en avoir. Oui, tu n'as pas le choix, là, surtout... C'est ça. Surtout de l'endurance. Endurance, exactement. Par contre, du côté de la France, l'Europe,
c'est vraiment petite quantité de protéines, énorme quantité de glucides, parce que les pâtes, le pain, pour eux, c'est comme ça. Puis ils sont habitués comme ça. En Italie aussi, la même chose avec mes amis de l'Italie. Et donc ça, c'est quelque chose qui varie. Et en même temps, le corps s'habitue à fonctionner d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je dis que parfois, ça peut devenir personnel. Mais une chose qui est importante et qui restera toujours dans le vélo, c'est la nutrition pendant l'effort, pendant les randonnées. Que ce soit une randonnée amusante avec des amis ou une compétition internationale, peu importe le niveau, il faut manger pendant la sortie. Tu sais, contrairement à la course à pied, c'est pas nécessairement... On n'est pas apte à manger. On court, il y a un impact. Tandis qu'en vélo, on part toujours plus longtemps qu'en course à pied, premièrement. Donc, les sorties vont varier entre 1 heure et ça peut aller jusqu'à 5 heures de temps sur le vélo ou plus là, pour les coureurs du Tour de France, là, des grands tours. Mais c'est tellement important de manger. Donc, aussi d'avoir des glucides dans ses bidons. Donc, on part avec 2 bidons, de l'eau et une avec des glucides, la poudre avec des électrolytes. Ensuite, il faut y aller avec des barres énergisantes où de plus en plus, là, ce qu'on voit, et oui, il y a eu une évolution de ce côté-là, c'est que les soigneurs des équipes vont faire de la nourriture, des petites barres, des boules d'énergie, pour éviter de prendre les barres du commerce. Mais là, si on n'a pas la possibilité d'avoir ça ou si on ne connaît pas de recette, une barre fait l'affaire, peu importe la barre du marché. Ensuite, dans une compétition, mais souvent, ça va être des power gel qu'on appelle. Donc, ça va donner une petite dose d'énergie importante. Donc, toujours avoir ces glucides-là. Et je dirais que, bon, grossièrement, là, ça peut aller à l'équivalent d'une barre à l'heure. Mais ça dépend aussi, encore une fois, des métabolismes. Il y a des athlètes qui doivent manger constamment parce que leur métabolisme, il roule beaucoup. Donc, mais c'est toujours s'assurer de garder le niveau d'énergie. Et quand on commence à avoir faim là, sur le vélo, c'est malheureusement trop tard. Parce que là, on puise dans les réserves, puis ça va être dur de revenir de ça. Et au niveau hydratation, l'hydratation commence la veille, même la journée l'avant-veille d'une longue sortie, j'imagine. Donc, il faut commencer à regarder ça, surtout si on sait qu'il va faire chaud, par exemple, pour les gens qui vont faire des voyages de vélo cet été, parce qu'on n'est pas parti pour... On n'est pas parti pour avoir un été chaud ici. Pas cette semaine, mettons. Mais bon, on sait que ça va être chaud, donc on va se déshydrater rapidement là, en été. Il faut faire attention, j'imagine, à ça également. C'est un très bon point. La veille, il faut déjà préparer la nutrition. Dans le fond, ce qu'on va mettre dans notre machine, notre corps, la veille, ça va être notre gaz pour le lendemain. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours rester bien hydraté puis même commencer à avoir les électrolytes. Et pour ce qui est de la nutrition, c'est certain que si on s'en va faire une longue randonnée, ben oui, tu sais, peut-être qu'on peut ajouter un peu plus de glucides, garder nos apports en protéines, rajouter un peu plus de glucides, puis après ça, le lendemain, un bon déjeuner. Encore une fois, on continue à manger pendant la randonnée. Mais tu sais, c'est sûr que ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir trop faim. Parce que là, on le sait, si on a trop faim, c'est là qu'on sait que là, on est dans nos réserves, puis on veut garder toujours nos réserves, nos muscles vraiment bien avec une bonne énergie. On ne veut pas avoir une carence au niveau musculaire. Bien sûr. Et puis, si tu avais des trucs, mettons, aux gens, tu sais, on veut pas leur faire peur avec tout ça. C'est sûr que là, on parle beaucoup d'athlètes de haut niveau et tout ça. Et si c'est quoi tes meilleurs trucs, dans le fond? Tu disais écouter notre propre corps, donner le temps à notre corps de s'adapter, de penser justement à manger. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui, à tes yeux, sont essentielles pour quand on veut commencer ou quand on entreprend finalement notre saison à vélo? Bien, moi, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment progression. Il faut y aller étape par étape. Et souvent, ce qui arrive, bien, c'est que on commence ça, et là, on est énervé, on roule dehors, il fait beau, puis on n'écoute pas les signaux de fatigue et on en fait plus que ce qu'on devrait parce qu'on aime ça, c'est normal. Mais c'est ça, écouter les petits signaux de fatigue, la progression. Donc, on ne se lance pas dans une randonnée de 3 heures ou aller monter la montagne de J-Peak si on a juste fait une sortie, parce que ça peut même être dangereux, dans le sens, blessure aussi. Exactement. Donc, le mot d'ordre, pour moi, je dirais vraiment progression. Et d'aller peut-être avec des gens en qui on a confiance. Si là, on est vraiment débutant puis on veut travailler la technique, là, puis d'essayer tranquillement de rester en arrière de l'autre personne, le plus proche possible de sa roue, parce que justement, en vélo, ben, on roule en groupe souvent pour économiser de l'énergie. On reste dans le sillon de l'autre cycliste.
Donc, c'est d'avoir confiance en... Si on a confiance en une personne, mais on travaille avec cette personne-là, essayer de faire les virages un peu plus rapides à chaque fois, toujours amener une petite progression. Tu sais, pas sauter d'étape puis d'aller avec un groupe super expérimenté si c'est notre deuxième sortie à vie, parce que après, ben, on veut pas se décourager non plus. Puis est-ce que ces conseils-là, tu les appliquerais aussi, ou par exemple au vélo de montagne, ou c'est vraiment pour le vélo de route? Oui, vélo de montagne, c'est sûr, parce que vélo de montagne, c'est encore plus vrai dans le sens qu'il y a les petits chemins de terre, il peut y avoir des branches, des racines, des roches, des descentes super à pic. Donc, c'est sûr que ça, c'est encore plus vrai d'y aller graduellement, parce que, bon, on veut pas chuter inutilement. Et puis, c'est sûr que si aussi le vélo de montagne, la particularité, c'est qu'en montant des côtes, ça demande, c'est très essoufflant. Donc, tu sais, si on monte une côte, puis à un moment donné, c'est trop pentu, on déclipe, c'est difficile après, il faut aller à côté du vélo, monter la côte, se reprendre en haut. Le vélo de montagne, ça, c'est vraiment un sport extrêmement très technique. Donc, pour ça, ben oui, c'est sûr qu'il faut y aller graduellement aussi. Quand tu parles de progression, par exemple, en course à pied, on parle de 10 par semaine. Habituellement, c'est ce qu'on recommande. Même qu'à la limite, au début, c'est un peu plate. Là, on se dit, bon, cours 1 minute, marche 2 minutes. La semaine d'après, tu cours 1 minute 10, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un peu la même chose en vélo, ou parce que c'est un sport, justement, où est-ce qu'on peut se permettre de plus longues distances, on a une progression un peu plus rapide là, en début de saison? C'est sûr qu'en vélo, on va y aller quand même un petit peu plus rapide parce que, comme tu le dis, c'est des plus longues distances. C'est sûr que je suggère aussi de commencer... Il y a différents parcours, il va y avoir différentes météos. Il faut y aller aussi en fonction de ça. Si on va faire, on est capable de faire 1 heure, là, on se dit, OK, aujourd'hui, je vais y aller avec 1h30, bien, ça peut être extrêmement difficile si le vent est super fort parce qu'on va être dans le vent, on va pousser, ça va demander beaucoup plus d'énergie. Et si on fait un parcours un peu plus côteux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut y aller... On fait 1 heure sur le plat. On commence comme ça. 1h30 sur le plat encore. Ensuite, on s'en va faire... On revient à 1 heure, mais on inclut des montées. Parce que ça fait vraiment une grosse différence, les montées. C'est très difficile. Donc, on rajoute des montées. On baisse un peu le temps, on rajoute des montées. Donc, on ajoute un peu d'intensité. Ensuite, on combine nos temps un peu plus longs avec les intensités, les montées. Et par la suite, ce qui est le fun aussi, c'est ce qu'on fait beaucoup, puis peut-être aussi en course à pied, c'est l'entraînement par intervalle. Donc, en vélo, ensuite, là, tu sais, quand on est capable de faire un bon 2 heures bien soutenu, bien, tranquillement, on peut intégrer l'entraînement par intervalle. Ça sert juste à devenir plus en forme. Puis repousser tes propres limites. Exactement. Repousser les limites. Et quand on est en groupe, si jamais il y a des changements de vitesse, bien, on va être capable de suivre, d'assimiler tout ça. Mais c'est pas obligatoire non plus. T'sais, on peut sortir juste faire 1 heure si ça nous tente, 1h30. Puis si on veut rouler à 20 km/h, il n'y en a pas de règlement. Là. C'est vraiment ça. Mais si on veut faire une progression au niveau cardio, au niveau musculaire, au niveau justement de s'améliorer, ben, ça serait un peu là, cette optique-là que j'adopterais. Tu parles de... Mais non, vas-y. Tu parles de rouler en groupe, de rouler en peloton. Je sais que c'est c'est un sport qui est très, très pratiqué au Québec. On en voit d'ailleurs de plus en plus avec le Grand Défi Pierre Lavoie et autres tours comme ça qui poussent un peu partout. Tu en as parlé de commencer. Tu as parlé de ton rôle de coéquipière aussi en compétition. Veux-tu élaborer peut-être là-dessus? Bien, c'est ça. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est vraiment que le vélo, 1, c'est un sport d'équipe. 2, pourquoi? Parce que le sillon, ça, c'est international, puis je suis sûre que ceux qui nous écoutent le savent. Mais quand on est derrière un cycliste, on économise jusqu'à 30% d'énergie. Et ça, ce que ça fait, c'est que, par exemple, en groupe, en peloton, on peut rouler à 40 km/h. Comparativement, si on est seul, on roule à 30 km/h, mais on va dépenser autant d'énergie à 30 km/h seul qu'à 40 km/h dans le peloton. Donc, on voit, là, ça, c'est pour vraiment vous donner l'image de la différence. C'est un effet psychologique ou c'est l'aérodynamisme en soi de la personne devant nous? C'est l'aérodynamisme, c'est ça. C'est le sillon. Exactement. Donc, la personne devant va cacher du vent. Puis même s'ils ne vendent pas dehors, là, on va vraiment sentir une énorme... ça nous aide. On économise beaucoup d'énergie. Alors, mon rôle de coéquipière avec ça, c'est justement, par exemple, comme je l'ai dit au début de l'émission, Lynn Bessette, c'était
c'était ma leader de course. Et avant chaque départ, selon le profil de la course, Lynn Bessette, c'était une grimpeuse. On savait que c'était pour elle qu'on travaillait parce que c'était elle qui allait gagner la course. Donc là, à ce moment-là, c'est de la protéger du vent toujours, jusqu'au temps que on l'amène à la montée finale. Puis on le voit souvent là, dans les compétitions, les grands tours, toute l'équipe, les 5 coéquipiers sont en avant et tu as le maillot jaune tout juste derrière. Donc ça, c'est vraiment d'amener et de protéger le leader. Aussi des chutes, parce que, comme je disais, il faut avoir quelqu'un en qui on a confiance. Donc, si Lynn était dans ma roue, bien, elle avait confiance que je suis une roue stable, que je prends des bonnes décisions dans mes lignes, parce qu'en peloton, on est collé au centimètre près. Là. Donc, s'il y a quelqu'un qui freine trop brusque, bien, c'est ça. C'est que moi, j'étais stable. Elle savait qu'il n'y aurait pas de problème pour une chute. Donc, ça peut être un des rôles d'équipière. Il y a aussi, en fait, le lead-out. Ça, c'est pour les sprinteurs. Donc, vont amener le sprinter. Les coéquipiers vont amener le sprinter. Donc, chaque coéquipier va prendre le relais. Donc, il va avoir le vent au visage. Et là, il va travailler très fort. Et peut-être qu'il y aura 4 coéquipiers dans les 2 derniers kilomètres pour amener le sprinter. Donc, chacun va prendre son relais. Ensuite, ils vont lâcher, ils vont avoir donné leur effort. Et jusqu'au temps où il va rester seulement 200 mètres, et là, ça va être le sprinter. Donc, le sprinter, fait que lui, exactement. théoriquement, il a encore beaucoup de capacité parce qu'il a été protégé par ses coéquipiers. Exactement. Et je dis souvent la blague, le sprinter, lui, c'est facile, il y a juste 200 mètres à pédaler. Oui, c'est ça. Mais c'est pas vraiment ça, là. Mais tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est ça le but, c'est de protéger son leader pour que lui dépense le moins d'énergie possible. Et quand c'est le temps de sortir... C'est ça. Là, il sort puis il gagne. Idéalement, il gagne. Exactement. Mais ton focus est où à ce moment-là? Si, par exemple, on est en équipe, moi, je suis dans ton sillon, c'est moi qui fais le dernier sprint, on roule ensemble, puis là, il y a un accident devant nous, il y a une chute, il y a quoi que ce soit. Donc, moi, je te fais confiance pour pas qu'on tombe, pour pas qu'on ait une chute. Donc, je te suis. Mon focus est où? Est-ce que je continue de regarder loin en avant ou est-ce que mon focus est directement dans ta roue? Oui, dans ma roue, mais c'est aussi de savoir un peu si jamais il y a une attaque, une tentative de quelqu'un qui veut s'en aller loin du peloton. Bien, moi aussi, là, en tant que coéquipière, mon rôle, ça va être de réagir, d'aller contrer cette attaque-là et tout. Mais c'est sûr qu'en tant que coéquipière, on dit souvent, mais nous, on n'a pas de résultat, dans le sens que notre fin de course, par exemple, si j'amène Lynn à la montée finale, moi, ma fin de course, ça va être à la montée finale. Je vais avoir tout donné ce que je pouvais donner jusqu'à cette montée-là pour l'amener, elle, en bonne position. Alors, mais est-ce que des fois, c'est comme plate? Parce que tu dis, Colin, j'ai travaillé vraiment fort, mais tous les honneurs vont toujours au leader, tu sais? Bien, il y a un peu de ça en vélo, mais personnellement, moi, j'adore le rôle de coéquipière et je me verrais pas dans un autre rôle. Okay. C'est comme au hockey, il va en avoir qui vont faire une passe, puis lui qui va compter le but, ça va être son nom. C'est lui qui a compté le but, mais il y a quelqu'un qui l'a fait, la passe. Ouais. Et moi, personnellement, mais ça revient aussi à ce que je disais, selon mes capacités. Moi, j'étais... capable de bien faire tous les aspects, mais je n'avais pas de spécialité. Ouais. Donc, à ce moment-là, je suis la coéquipière idéale. Donc, c'est d'amener ma coéquipière. Et moi, ça me valorisait pleinement. C'était mon rôle et de montrer que je suis loyale aussi. C'est tout ça ensemble. Et la satisfaction est très grande. Quand ta coéquipière gagne, puis après ça, on se rejoint à la ligne d'arrivée. Tout le monde a fait son travail. Il y en a qui ont fait les 20 premiers kilomètres sur les 100 kilomètres. Moi, j'ai fait les 30 autres kilomètres pour protéger ma leader, mais nous autres, on finit 150e, puis Lynn Bessette, je reviens toujours à Lynn parce qu'on a tellement eu des belles compétitions ensemble, puis c'est pour situer ceux qui nous écoutent, mais elle va avoir remporté la course. Mais oui, il y a un peu de ça, mais personnellement, ça dépend des types de personnes, mais moi, j'ai toujours adoré ce rôle-là. Ça t'a fait triper, exactement. Tu étais passionné, tu es passionné, ça paraît aussi, ça te faisait vibrer finalement. Là. Il doit y avoir beaucoup, tu l'as dit, là, beaucoup de valorisation, de savoir, bon, elle a gagné un peu. C'est drôle, ça me fait penser au football. Peut-être les joueurs de ligne offensive, je veux dire, qui jouent pour Tom Brady, Peyton Manning, tout ça, on peut pas tous les nommer, là, mais je veux dire, lui, il peut assurément tous les nommer. Là. Il sait que s'il peut se concentrer sur son rôle,
c'est parce que ces gars-là sont en avant de lui. Oui, absolument. C'est une bonne comparaison. Oui, dans une équipe professionnelle, justement, ça en prend des coéquipiers, des coéquipières comme ça. T'sais, on les voit, là, Christopher Froome, Alberto Contador, ils ont tous eu des leaders qui les ont amenés à la ligne d'arrivée. Puis souvent, on a eu Vincenzo Nibali qui lui, a perdu presque le Tour de France il y a quelques années parce qu'il n'y avait pas d'équipe pour le protéger. Il a été pris en arrière d'une chute, personne n'était là pour le ramener. Donc, c'est essentiel. C'est vraiment un sport d'équipe. Puis chacun a son rôle et c'est ça qui est le fun en vélo. C'est la beauté du sport. Ben, c'est intéressant de le faire découvrir de cette facette-là, honnêtement, parce que... C'est fascinant. Et puis aussi, tant qu'à parler d'équipe et de ton rôle, vas-y aux Paralympiques, parce que je trouvais ça quand même intéressant comme anecdote aussi. Oui, bien en fait, c'est ça, le paracyclisme. On est sur un tandem et la personne derrière moi, c'est une personne avec un handicap visuel. Donc, toi, tu deviens la pilote de tandem. Et ça aussi, c'est un autre, un peu similaire, parce que quand on regarde la liste de départ, bien, ça va être le nom de l'athlète non-voyante. C'est son vélo à elle, c'est sa performance. Ça. Exactement. Donc, moi, j'adore ça parce que aussi, en même temps, c'est de l'entraide. J'aide une personne avec un handicap visuel à accomplir son rêve. Et on développe vraiment une chimie incroyable. Mais par contre, souvent, les gens me demandent est-ce que tu dois pédaler aussi? Bien, c'est ça, c'est oui. C'est vraiment les deux, on doit être au top niveau. En même temps. Si on parle, quand on parle des Jeux olympiques, on dit il faut que tous les planètes soient alignées pour que tout aille bien cette journée-là. Bien, en paracyclisme, il faut que les deux soient dans la bonne journée et que tout aille bien. Donc, le rôle, c'est vraiment, je pilote, c'est moi qui ai les commandes, c'est moi qui change les vitesses, gros plateau, petit plateau, qui choisit les vitesses. Vraiment, ma coéquipière, c'est un handicap visuel. Donc, elle voit un peu, mais c'est impossible qu'elle puisse piloter un vélo au sol. Sa vision est trop basse pour ça. Donc, le but, c'est de lui communiquer ce qu'elle ne voit pas. Alors, par exemple, si on est dans une compétition et il y a une montée de 2 km, bien, je vais la situer dans la montée. OK. Dire 1 kilomètre de fait. 500 mètres à 500. faire. Oui, 1 kilomètre de fait. Pour qu'elle sache, pour qu'elle gère son effort. Sa propre énergie, finalement. Oui, exactement. Et aussi, s'il y a une attaque et que je lui dis pas, donc une attaque, c'est quelqu'un qui veut s'échapper du peloton, qui part à toute vitesse. Si je lui dis pas puis que j'assume tout l'effort moi-même, bien, elle ne sait pas. Donc, ça devient vraiment important, la communication, le synchronisme de l'effort. Et si je lui dis, bien là, elle va pousser avec moi, puis c'est ça qu'elle aime. Elle aime ça, savoir, puis elle veut participer. Donc, c'est vraiment ça ensemble. Puis aussi, le contraire est aussi vrai. Quand on est dans le peloton et que la vitesse est basse, eh bien, à ce moment-là, je le sens des fois, je le sentais qu'elle ne savait pas, mais la vitesse est réduite. Donc là, je disais, non, c'est beau, là, tu peux prendre son mollo. Fait que c'est d'économiser son énergie aussi et vraiment de travailler bien ensemble au bon moment. Donc, c'est vraiment synchronisme. Ça a pris combien de temps de développer cette chimie-là avant les Paralympiques? Parce que c'est quand même un travail, c'est du temps, c'est une question de temps. Il faut passer du temps à vélo avec. C'est beaucoup de temps, c'est vrai, tu le dis bien, parce que j'ai commencé en 2014 et les Jeux paralympiques étaient en 2016, donc là, c'est 3 saisons. 2014, 2015, 2016. C'est sûr que j'avais tout mon passé de cyclisme qui m'a énormément aidé. Sans ça, ben, je dirais que ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est important de bien savoir piloter et aussi lire la course dans un peloton. Mais ensemble, ça prend... Je dirais qu'au début, là, je communiquais pas assez l'information. Et ça faisait en sorte que je me brûlais avant que je puisse... Parce que toi, tu donnais tout pour deux, finalement. Exactement. Là. Et quand j'ai compris ça, mon entraîneur m'a dit... Parce qu'on fait des entraînements avec l'entraîneur qui nous suit en moto, donc lui, il voit tout. Et il m'a dit, vas-y, communique, n'aie pas peur d'y demander. Puis là, ensuite, j'ai commencé à vraiment bien communiquer. Fait que c'est tout cet apprentissage-là. Puis la différence majeure, c'est que tu n'es plus seul sur le vélo, c'est plus toi, c'est plus juste ton nombril, tu es avec quelqu'un. Mais c'est ça que j'aime, c'est que tu es avec quelqu'un et tu aides quelqu'un. Puis les deux, bien, regarde, il y a une journée, une fois, j'ai dit à Robbie, d'ailleurs, c'est une cycliste très expérimentée. Robbie, c'était ma coéquipière. J'ai dit que là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas une bonne journée. J'ai pas de jambes, j'ai pas de sensation. Je vais avoir besoin de plus de toi encore que d'habitude.
Puis en lui communiquant ça, elle m'a dit, inquiète-toi pas, je suis là. Tu sais, fait que c'est tout ça, là. Puis elle m'a dit, je suis là, puis inquiète-toi pas. Puis on a eu tellement de belles courses, là. Tu sais, c'est que ça devient là, une symbiose. Oui, On serre les exactement. coudes, ben oui. C'est vraiment ça. C'est OK, toi, tu files pas aujourd'hui, inquiète-toi pas. Tu sais, fait que c'est tout ça C'est ensemble. rassurant. C'est Ouais, rassurant exactement. pour toi parce que ça vient pas juste toi que tu dis, bon, ben tout revient à moi parce que tu Exactement. sais qu'elle aussi, elle va donner pour Ouais. toi. Tu sais. Puis d'ailleurs, ben, c'est ça n'a pas pris trop de temps avant qu'on puisse avoir une bonne chimie, elle et moi, parce que elle avait déjà eu un parcours aussi En vélo. d'athlète, donc elle le savait tout. Donc ça a été vraiment une bonne chimie. Mais c'est vraiment particulier. Il faut travailler beaucoup ensemble. J'allais faire des entraînements avec elle, vice-versa. C'est important, mais c'est ça, c'est beaucoup de temps. Puis ton résultat au paralympique, ton expérience, comment ça a été? Ça a été exceptionnel. Ça a été pour nous deux, là, ensemble, là, notre gros highlight de notre carrière OK, ensemble. La course sur route, donc on a terminé 5e. Et sur papier, là, on aurait été les 8e. Mais tu sais, top 5 pour nous, c'est toujours bon. Top 5, c'est toujours le fun à dire. Mais c'est surtout la journée qu'on a vécue. Ça a commencé très bien. On était dans le peloton, tout ça. Et par la suite, il y avait un circuit routier, c'était à Rio, avec quand même des très grosses montées, là. Il a fallu changer notre braquet. Juste pour donner un exemple, on avait mis une 32 en arrière. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les braquets, là, mais c'est vraiment là, très pentu. Et c'était style un col comme en Europe, là. Fait que ça montait beaucoup. Une espèce de serpent, si on Oui, veut. exactement. Exactement. Et dans le premier tour, il y a déjà une équipe qui était partie seule devant. On était un petit peu décalés, on revenait. Donc, ça a été vraiment une course de persévérance. On revenait tout le temps. On était les deux, là. OK, let's go. Inquiète-toi pas. OK, on est en position pour la médaille en ce moment. Let's go, let's go. C'est pas fini cette course-là. Des fois, on était décalés, on était rendu 8e, on revenait. T'sais, on s'est accroché cette journée-là. Puis finalement, il y a plein d'équipes qu'on a réussi à devancer, qu'en temps normal, on ne devançait pas. Donc, Parce c'est que vous mémorable. communiquiez mieux à ce Oui. moment-là, parce que vous étiez peut-être mieux préparé, ou c'est une stratégie qui est, tu dis, bon, ben justement, la première équipe qui part dans le premier tour sont en avant de tout le monde. Peut-être qu'ils finiront pas la course en tête, là. Ils sont peut-être partis trop vite. Donc, C'est nous, ça. on garde notre rythme, puis on... Ben, c'est un peu ça qu'on a fait. Puis aussi, on a vraiment zéro panique. On savait, on avait confiance. Et plus ça allait dans la compétition, plus on était tellement concentrés aussi. Le niveau de concentration dans un événement aussi important est très élevé. Puis les deux, nous, c'était notre force de justement tout mettre en place dans une compétition où la pression est à son comble. Et cette journée-là, ça a vraiment bien fonctionné. On avait confiance qu'on pouvait revenir et puis on était tellement heureux. On a sprinté, en fait, pour la 4e place contre l'équipe de la Grande-Bretagne, qui ont le meilleur sprint du peloton. Mais tu sais, juste d'être là avec ces filles-là, Ben ouais. le sprint, ça a été vraiment euphorique là, comme moment. C'est intéressant parce que Ouais. tu dis d'avoir eu ce moment-là au moment où la pression était à son comble. On Oui. dirait que ça ajoute de dire on a réussi à le faire sous pression. Tu sais, c'était pas à l'entraînement, là. Vous Oui. pouvez le faire ensemble, toutes les deux, puis personne va regarder, puis ça va être bien le fun. Mais de faire ça sur un plateau comme les Paralympiques, la course. Oh, il s'est ça passé devait être, quelque chose cette journée-là ensemble. Ça a été vraiment une force qui est apparue comme ça. Et puis même nos entraîneurs, ils nous en parlaient encore, tu sais, aller jusqu'à l'année dernière. Ça a été leur moment fort des Jeux. Puis juste de nous voir à quel point on avait cette, tu sais, dans les yeux de dire, là, ils sont vraiment partis. Il n'y a rien qui va les arrêter. Là. Tu sais, ça a Est-ce été, que c'était ta dernière course à vie, celle-là? c'était pas ma dernière course, mais ma dernière course, ça a été... C'est vraiment spécial aussi comme moment parce que j'ai commencé en 1998 au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que je suis originaire de là. Et en 2018, 20 ans plus tard, j'ai fait la dernière compétition. Oui, au Saguenay. C'était lors des championnats canadiens, justement avec ma coéquipière Robbie Weldon. Donc, pour moi, c'était significatif. C'était une belle façon de terminer ça. Mes parents étaient en mesure de venir voir parce que, bon, ils ne m'ont pas suivi partout. Les seules fois où ils pouvaient venir me voir, c'était peut-être à Montréal ou dans des occasions, dans les grandes occasions. Donc, tu sais, ça a été vraiment une belle fin. Puis, on a terminé ça avec un titre de championne canadienne. Fait que ça a été sur des notes positives. Puis aussi, ben
Ça a été difficile après ça de dire à Robbie, je te laisse Ouais, aller. c'est ça. Ça a été très Parce difficile. qu'elle a continué. Elle a continué, elle laissait pour se qualifier Tokyo 2020. Si elle réussit, ça va être ses 4e Jeux paralympiques. Elle en a fait 2 en ski de fond, OK. puis 2 en cyclisme. Donc, c'est Ouais. vraiment une athlète de fine pointe là, du côté Mhm. para. Une Clara Hughes Ben oui. du paralympisme. Ben C'est oui. ça. Donc, Puis ça a toi, été- pourquoi avoir pris la décision de prendre ta retraite? Ben, c'est ça. J'étais au point où je devais dire je prends la décision d'aller pour Tokyo 2020 ou je prends la décision de continuer les projets que j'ai mis en Mhm. place en même temps que le vélo. Donc, ça devient un peu... Un dilemme. il faut choisir. Oui, c'était une grosse décision. C'est probablement... On a vu un texte là, qui est sorti récemment sur Samuel Girard, le Mhm. patineur de vitesse qui vient tout juste de prendre sa retraite à 22 ans. C'est le même... Chaque athlète vit un peu ça. C'est le après. Il faut quand même s'assurer là, d'avoir quelque chose. Et si je continuais un autre 2 ans pour aller à Tokyo, c'est-à-dire cette saison-ci et l'année prochaine, ben ça se resserre de plus en plus. Donc, il faut juste faire Il ça. faut consacrer tout ton temps à ça. Exactement. Tu sais, j'aime ça. C'est une super passion. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant avec d'autres projets. Puis, c'est ça. Je n'étais pas prête à fermer tout ce que j'avais ouvert comme projet. Mhm. Donc, Mais tu es toujours là au Mardi cycliste de oui. la Chine. exactement. Oui, je vais être commentatrice avec mon collègue Tino Rossi. Mhm. Alors, ça va être le fun parce que j'ai été au Mardi cycliste de la Chine. J'ai fait cette course-là en 2002. Mhm. 17 ans plus tard, je suis là à commenter au micro. Et il n'y a pas un été depuis 2002 où je ne suis pas allée au Parc La Salle voir les courses. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment du fun. Puis, de commenter l'action, je vais être... Tu vas commenter aussi pour le triathlon de Montréal. Exactement. Triathlon international de Montréal, donc qui va être le 29 juin avec ton collègue Ben oui, Frédéric Plante Plante. aussi, Ça oui. va être, si je peux dire aux gens de venir voir le parcours, de venir encourager, ça va être les meilleurs triathlètes au monde. Mhm. Et le parcours est fait en sorte que ce soit spectaculaire. C'est exceptionnel, la proximité que les spectateurs peuvent avoir Mhm. avec les athlètes. Donc, venez en grand nombre, 29 juin. Et nous, on va être sur RDS, donc on va commenter ça. Oui, absolument. Oui. Super, intéressant. Est-ce que... C'était fascinant. Tu ben vois, oui. j'ai moins parlé parce que j'étais dans Non, mais l'écoute c'est correct. complètement aujourd'hui. Mais il y C'était avait d'autres vraiment fascinant. anecdotes que tu pensais partager avec nous aujourd'hui pour en conclusion? Ou, tu sais, Ben, je je sais pense que c'est ça. on a fait un bon tour de piste. C'est sûr qu'on a fait un bon tour de piste. Je pense que c'est de voir, encore une fois, revenir à la progression. Quand j'ai commencé ma première compétition dans le club cycliste d'Alma, ma première compétition, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. J'étais allée en avant, j'étais dans le vent toutes les tours, puis j'avais aucune idée, moi. Là. Fait que je forçais, puis j'ai fini la course peut-être en 10e place. J'ai dit à mon entraîneur, c'est donc bien dur. Là, il a commencé à m'expliquer, OK, là, ça, Avec des faut que- crampes dans les joues, là, à cause des Exactement. grimaces. Là. Donc, il a commencé à m'expliquer, regarde, il faudrait que tu conserves ton énergie. Il m'a fait des petits schémas, tout ça, 2e course. Donc, ça a été vraiment une progression. Et aussi, ça arrive des fois, j'ai déjà percuté la roue de mon ami dans une course, puis on avait 11 ans, j'avais aucune idée comment piloter mon vélo. Donc, tu sais, c'est vraiment un apprentissage qui se fait. Puis, regarde, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on crée des liens. J'ai brisé sa roue en 1998, mais on est en 2019, puis c'est encore une de mes amies. Fait qu'on on en rit encore de ça. Mais c'est ça, c'est la progression, puis vraiment De prendre son temps. prendre son temps. Oui, puis- parce que c'est sûr que des fois, ça peut faire peur à première vie, mais je pense que ceux qui font le vélo, en tout cas, semblent vraiment apprécier. Puis c'est tellement le fun, justement, de passer du temps à l'extérieur. C'est tellement Oui. un beau sport. C'est un sport aussi qu'on peut faire en groupe, au soleil. Il n'y a pas de limite. Là. C'est Mhm. vraiment agréable. Des paysages, on se loue un chalet, on va rouler sur des routes. Il n'y en a pas de limite. Ah, Est-ce que tu l'as su dès le départ que tu voulais compétitionner là-dedans? Donc, tu as fait ta première course à 11 ans, mais donc, est-ce que c'est tes résultats qui ont continué de te pousser vers l'avant ou c'est ta passion qui t'a... Puis je me ramène à l'entrevue qu'on a faite avec Alex Harvey il y a quelques semaines qui dit « Moi, je suis le seul de ma famille qui n'a jamais fait les Jeux du Québec. » Puis, tu sais, je veux dire, qui n'a jamais ramené une médaille des Jeux du Québec. Donc, tu sais, Ouais. ça a été sur le tard que la compétition Mhm. est arrivée puis qu'il a pris son envol. Est-ce que c'est un petit peu le même cas Ben, pour toi? ou- c'est une excellente question. Quand j'ai commencé, moi, c'était...
pour faire du sport, en général. Et j'avais beaucoup de difficultés à gérer mon stress. Que je pourrais pas dire que j'aimais beaucoup la compétition parce que j'étais trop nerveuse. Et oui, les résultats ont fait en sorte que mon entraîneur me disait toujours « Tu as un potentiel, continue, continue. » Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai grandi là-dedans, il m'a accompagnée. Puis là, ben, ça s'est calmé un peu plus au niveau du stress. Et puis la passion a vraiment, vraiment augmenté parce que, bon, ça devient ta vie. Et encore aujourd'hui, moi, je suis sur mon vélo dès que j'ai un moment que je peux prendre. Si j'ai 1 heure dans ma journée où je peux aller faire de l'exercice physique, cherchez-moi pas, c'est certain que je suis sur mon vélo. Puis, ce qui est le fun aussi avec le vélo, c'est que c'est une passion, mais c'est pas un sport c'est un sport qui a pas d'impact. Alors, on peut l'en faire pendant longtemps. Pendant longtemps. D'ailleurs, en fin de semaine, j'ai vu un cycliste de 86 ans faire le Grand Fond d'eau 86 km. Donc, moi, c'est ça. Je voudrais même me rendre à 90-95 ans sur mon vélo. Wow! C'est un bel objectif. Ben, merci de nous transmettre ta passion, honnêtement. Merci beaucoup. Ça paraît dans tes yeux, ils sont brillants. La façon que tu parles, ça paraît que tu es passionné par ça. Tu as une magnifique carrière. Puis je pense qu'il y a un autre volet de ta carrière aussi qui s'en vient pour toi parce qu'honnêtement, quand on a une passion puis on est capable de la partager puis de la transmettre, ben ça paraît à travers l'écran, on peut le dire comme ça, ou à travers ta voix, puis justement tous tes commentaires et tout ça. Donc, on te souhaite évidemment bonne chance dans tous tes projets. En tout cas, tu es bien parti. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Greg. Ça a été un plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui. Bye tout le monde. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine balado-diffusion. Salut!